Je vous propose un voyage. Un voyage à la rencontre des lieux qui nous rassemblent et de tous ceux qui les conçoivent. Explorons ensemble les bouleversements qui nous invitent à réimaginer le rôle, l'exploitation et l'organisation de l'immobilier tertiaire et au-delà. Pour cela, nous allons partir à la rencontre de tous ceux qui les font, sans exception. De la conception à l'exploitation, de l'architecte au directeur immobilier, du property manager au FME, des utilisateurs aux startups PropTech, pour imaginer à quoi ressembleront les espaces de demain. Des espaces qui ont du sens, économiquement, opérationnellement, humainement. Comprendre ensemble toutes les nouvelles dimensions d'espace qui, enfin, nous ressemblent. Bienvenue dans The Spacecraft, à la découverte des espaces de demain avec tous ceux qui les conçoivent. 3, 2, 1, décollage. Dans ce troisième épisode, nous allons lever le voile sur une fonction capitale au fonctionnement d'un espace de travail, et pourtant fort peu connue et reconnue jusque-là. Une fonction qui porte son caractère protéiforme jusque dans son nom, et qui, à la faveur des bouleversements dans l'occupation des espaces, a su démontrer son caractère absolument essentiel, passant de l'ombre à la lumière. Cette fonction, ce sont bien entendu les services généraux. Et pour en parler aujourd'hui, je suis avec Philippe Pelzer, expert Workplace chez Maintenance et ambassadeur inconditionnel de cette fonction. Mais avant de commencer, tu connais désormais la chanson. Si le podcast te plaît, abonne-toi, partage-le un maximum et abreuve LinkedIn d'un torrent de likes. Allez, c'est tout pour l'instant promo. The Spacecraft, les services généraux, de l'ombre à la lumière, c'est parti. Bonjour Philippe. Bonjour Julien. Et bienvenue dans The Spacecraft. Merci. Le nouveau podcast donc, qui vous parle de l'immobilier tertiaire et aujourd'hui on va parler des services généraux. Services généraux puisque en fait quand on parle d'espace, on a tendance parfois à oublier les personnes qui s'en occupent au jour le jour. Et on va parler un petit peu de ce terme un peu fourre-tout. On va essayer d'explorer un petit peu les directions dans lesquelles ce service va avec toutes ces nouvelles dénominations. Mais avant toute chose, Philippe, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore ? Alors, oui, j'ai 48 ans. J'ai passé une grande majeure de ma vie dans la logistique. Et puis, là, depuis quelques années, j'ai eu la chance de découvrir les services généraux en 2016. Et puis, j'ai tout de suite aimé ce métier et passionné en tout cas par les personnes qui y travaillent et en tout cas tout l'environnement qui est autour de ce métier. Et pour moi, c'est un plaisir, en tout cas, de faire ça. Et donc, pas plus. Voilà, j'ai 48 ans, j'ai 3 enfants, je suis divorcé et aujourd'hui en concubinage avec une nouvelle personne. Tout se passe bien, j'ai une belle vie, j'ai un super job. Donc, je suis heureux. On saura tout. On saura tout. Et en plus, je suis heureux parce que je suis avec toi aujourd'hui. Donc, pour moi, c'est que du bonheur. Voilà. C'est une belle déclaration pour commencer. Donc aujourd'hui, tu es chez Maintenance, c'est ça. Donc une société qui travaille justement sur cet avenir des services généraux, qui fournit aussi du conseil vis-à-vis de cette activité-là aux entreprises de toutes les tailles. Je tiens à le préciser parce que c'est quelque chose qu'on va évoquer ensemble. Oui. Et moi, si j'ai souhaité en fait discuter avec toi, c'est justement pour un peu la fraîcheur bénéficier de la fraîcheur de ta perspective sur ce service-là, parce que s'il y a quelque chose qu'on voit, c'est qu'il est en pleine mutation. Oui, et le mot mutation n'est pas galvaudé, c'est-à-dire que on réfléchit aux connaissances qu'il faut avoir, au scope du métier, donc périmètre. Et aujourd'hui, ça change beaucoup. Donc ma première question, en fait, c'est sur ces mutations-là. Pour toi, qu'est-ce qui est le plus perceptible dans ces changements sur ces 2 dernières années ? 2 dernières années, aujourd'hui, ce qui a changé, forcément, post-Covid, on est tous passés par là, par rapport, en tout cas, à cette belle crise qui est passée parmi nous. Et on a pu s'apercevoir, en tout cas, de l'image et l'impression qu'on a sur les personnes qui font les services généraux, qui travaillent dans les services généraux. Et avant le Covid, c'était des personnes... Alors, ils sont toujours dans l'ombre, hein. Je ne dis pas qu'ils sont plus dans l'ombre, mais le fait d'avoir été là pour gérer toute la pandémie, la commande de masques, de gel, d'être des référents Covid, et de faire en sorte aussi des contacts privilégiés avec les entreprises de propreté, parce qu'il fallait nettoyer les poignées 30 fois par jour, laisser ou pas les contrats. Et
On a aussi maintenant une nouvelle chose, c'est la crise énergétique, l'accompagnement en tout cas de faire des économies d'énergie. Et par quoi ça part? Par qui ça passe? Ça passe par les services généraux, encore une fois. Et donc, on se rend compte qu'ils sont vraiment moteurs, ils sont là dans l'entreprise pour améliorer en tout cas la vie de l'entreprise, pour aider l'entreprise à faire des économies d'énergie, aider l'entreprise dans une crise sanitaire. Mais ils sont aussi pour bien d'autres domaines, mais c'est ça, c'est un peu l'image qui a changé. On se dit, ah oui, tiens, c'est vrai que les services généraux, ils ne sont pas là que pour changer l'ampoule ou pour commander des papiers toilettes. Ils étaient aussi là pour faire en sorte qu'il y ait la crise sanitaire et qu'on soit dans un environnement sain et propre. Et donc, on a beaucoup de dénominations en fait pour ce département-là. Oui. Et aujourd'hui, on a anciennement Arseg qui se renomme ID, donc qui reflète un petit peu ce changement aussi de mission. Qu'est-ce qui, pour toi, serait la mission principale de quelqu'un qui voudrait incarner ce changement dans ce métier-là? Pour moi, l'idée principale, c'est de se dire qu'il vient là. Alors, l'idée, le nom, c'était d'inspirer et développer les environnements de travail. Ce qui est pas mal, c'est de se dire qu'aujourd'hui, quand on vient dans ce métier, on veut inspirer la nouveauté, inspirer un vent nouveau dans la gestion et comment on va apporter un service supplémentaire, en tout cas aux personnes qui travaillent aujourd'hui dans les entreprises, qu'elles soient petites, moyennes ou grosses. On doit apporter un service, on doit les aider. Et pour moi, il faut insuffler un changement, dire qu'on est là pour aider les personnes à se sentir bien sur le lieu de travail, leur donner envie de revenir, surtout travailler, parce que être chez soi, envoyer des mails que le faire au bureau, il n'y a pas grande différence, mais c'est aussi la chaleur du bureau, de sentir bien avec ses collègues, avoir un environnement sympa. Et puis, c'est donner envie aux jeunes de venir travailler dans une entreprise. Pareil, qu'elle soit petite, moyenne ou grosse, il y a des services qu'on peut offrir pour donner. Donc, c'est ces personnes qui vont avoir envie d'offrir un service, d'aider les entreprises à se performer là-dedans. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on a besoin de personnes compétentes, polyvalentes et motivées et impliquées, parce que c'est des métiers où on gère une trentaine de professions. Et si on n'est pas un minimum impliqué et si on n'aime pas ce qu'on fait, c'est compliqué. Donc, il faut vraiment avoir le goût du service et vouloir, en termes de se défoncer pour que tout le monde se sente bien. En fait. Ouais. Pardon pour ce terme, mais c'est vrai que c'est comment on peut, nous, se déchirer au quotidien pour dire, toi, j'ai envie de t'aider, t'as une ampoule qui ne fonctionne pas, t'as besoin de quelque chose, je suis là pour toi. Mais c'est pas dans une semaine, 15 jours, c'est tout de suite. Ouais. Voilà. Et tu parles d'une trentaine de services, je crois que c'est quelque chose qui est assez représentatif de cette profession-là, à savoir, je peux utiliser le terme de pot pourri, mais en tout cas, s'occuper d'énormément de choses, avec énormément de partenaires différents, avec des modus operandi différents aussi. Donc il y a la polyvalence, comme tu disais. Moi, la question que je me pose, c'est, j'ai l'impression que ce scope, ce périmètre-là, il a encore augmenté post-Covid, parce qu'en plus, on vient rajouter de l'humain devant. Avant, on était un peu que sur le building, et le papier toilette, les fuites, etc. Là, j'ai l'impression qu'on rajoute de l'humain, puisqu'on se rend compte que finalement, c'est important, les gens qui occupent les bâtiments, que les bâtiments ne servent qu'à ça. Et est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, ce métier va être scindé, où il va y avoir un côté vraiment humain et un côté plus facility? Est-ce que tu penses que ce côté facility, il va glisser vers peut-être une externalisation? Comment ça va s'articuler? Parce qu'au bout d'un moment, tu ne peux pas tout gérer. On ne peut pas tout gérer. Et c'est vrai qu'initialement, quand les services généraux ont été créés dans les années 60-70, on parlait de facility parce qu'on parlait de maintenance des bâtiments. Donc à l'époque, on pensait qu'au bâtiment, s'occuper de la coque, du chauffage, de l'éclairage et du technique. Voilà. Mais les personnes qui y travaillaient... c'était pas grave. De toute façon, il est obligé de venir. Que le bureau, de toute façon, il est obligé de venir, donc il n'a pas le choix. Puis voilà, au moins, il a la lumière, il a du chauffage, il se tait. Voilà. Mais c'est vrai que l'évolution fait que, oui, on s'est rendu compte que le facility management, c'est bien, mais au-delà de ça, on parle de l'environnement de travail. Et l'environnement de travail, les QVCT, c'est la qualité de vie, les conditions de travail. C'est comment les personnes peuvent se sentir bien sur le lieu de travail. Donc la santé au travail aussi passe par ça. Mais, et l'évolution dit qu'aujourd'hui, oui, il y a... Pour, en tout cas, les responsables des services généraux ou responsables d'environnement de travail, ça fait une grosse charge de travail. Et surtout, dans une structure, ça va encore, mais dans des structures où il y a 500 000 personnes, voire plus, forcément, c'est des métiers où il faut un staff, il faut des équipes qui soient dimensionnées pour que tout cela fonctionne, et des personnes qui ont des compétences et qu'il faut former pour ça. Ouais. Après, si on ne l'a pas en interne, forcément, il faut externaliser. Et donc, c'est soit on passe par des entreprises qui vont venir vous accompagner dans la gestion de tous ces services, et après, ce soit des FME ou autres. Et c'est vrai que la question se pose aujourd'hui. On peut le garder en interne. Je connais beaucoup de structures qui ont des grosses équipes en interne, qui ont 40 personnes pour faire ça, parce qu'ils ont le budget. Et les directions ont donné les moyens pour le faire. Mais d'autres entreprises considèrent que c'est un centre de coût et qu'on n'a pas besoin d'avoir
20 ou 30 personnes pour gérer l'ensemble de tous les services et toutes les professions. Donc, on va venir prendre des partenaires pour ça, pour les aider à externaliser ces services. Mais voilà, c'est un tout. On ne peut pas trop internaliser, trop externaliser. Il faut quand même un milieu. On ne peut pas se dire, demain, on va faire que l'externalisation, parce qu'il faut quand même des pilotes en interne. Parce que ça veut dire qu'aujourd'hui, on n'a plus personne en interne qui va venir relever, vendre des projets auprès de la direction. Parce que ce n'est pas nous, extérieurs, qui allons nous mettre à la place, à la table du COMEX, pour dire, là, nous, on veut ça, on veut ça. Par contre, en interne, si on a quelqu'un qui est un pilote, lui, il pourra venir parler avec la direction, vendre les projets et être le relais entre le partenaire externe et la direction interne. D'accord. Et alors, c'est intéressant ce que tu dis parce qu'on parle souvent d'une place un peu plus stratégique des environnements de travail, en tout cas du lieu dans lequel on est, parce que soit ça peut être une source d'économie, soit c'est aussi il y a un enjeu RSE important, et donc il y a des développements qui sont suivis par toute la boîte, mais aussi il y a un côté RH, bref, il y a un côté un petit peu plus stratégique et plus central. Est-ce que tu as l'impression, du coup, d'avoir plus de considération, qu'elle soit en termes d'écoute et d'avis à donner, mais aussi de finances, tu vois, de budget alloué aux services généraux? Oui, alors, moi j'ai eu la chance, quand j'ai commencé les services généraux en 2016, j'avais la chance de travailler avec différents services. Donc j'avais une direction générale qui m'écoutait et on travaillait avec l'informatique, la communication et les RH. Et on travaillait tous ensemble dans les projets. Et aujourd'hui, c'est le but, c'est que normalement les services généraux ne sont pas tout seuls. Ils doivent travailler de concert avec tout l'ensemble des services support et travailler budgétairement là-dessus. On prépare un budget à l'année de ce qu'on veut faire, comment on veut améliorer et de proposer des projets RSE ou d'amélioration des conditions de travail des salariés. Mais ça se prépare à l'avance. On prépare les budgets, on prépare de ce qu'on veut faire et ça se fait avec les RH principalement parce qu'ils savent que souvent les responsables de services généraux sont sous la coupe d'un RH ou d'un DAF. Oui. Mais c'est des projets qui se travaillent à l'avance. Et comme tout budget, une entreprise travaille avec des budgets et on ne peut pas du jour au lendemain dire tiens, j'ai envie de faire ça, on y va. Oui, non, mais. Et souvent on dit c'est pas pris au budget, on verra ça l'année prochaine. Donc tout se prépare. Surtout aujourd'hui, avec la crise et tout ce qui arrive, on réduit beaucoup. Et les services généraux, souvent, on paye le prix parce que là où c'est pas les premiers à qui on pense quand il faut mettre du budget. On va penser à la com, on va penser au marketing, on va penser au service commercial. Ouais. Mais les services généraux, on va dire, mais non, à part dépenser de l'argent, vous faites que ça. Oui, mais il faut savoir que les services généraux sont là aussi pour faire économiser de l'argent sur des contrats. La propreté, les services, la sécurité. C'est là où on vient faire une recherche, du sourcing pour apporter, en tout cas, de la qualité et de l'économie sur les contrats. Il y a plein de trucs super intéressants. Ce que tu viens de me dire, la dernière partie, sur justement, on n'est pas qu'un centre de coûts. Qu'est-ce que tu mettrais comme indicateur de performance, comme KPI sur les services généraux, tu vois? Moi, le premier, c'est... pour moi, ce qu'on ne fait jamais, c'est de savoir si les personnes sont satisfaites. Ouais. En fait, tu parles des collaborateurs. C'est ça, je parle des collaborateurs. Aujourd'hui, l'entreprise, c'est de savoir s'ils sont satisfaits de leur environnement de travail, s'ils sont satisfaits de savoir leur bureau, l'ambiance. Parce que ça compte, c'est qu'aujourd'hui, c'est comme ça qu'on garde... quand une personne vient dans des locaux, et souvent dans les recrutements, c'est d'abord on veut visiter les locaux. Et donc, si l'ambiance n'est pas top, les papiers peints, ils datent des années 70... et que vous avez des luminaires qui sont plus vieux que moi, c'est pas intéressant. Mais c'est vrai que pour moi, c'est d'abord de comprendre ce que les personnes ressentent, ont besoin, et faire une enquête de satisfaction. Ce sont des clients, en fait. On appelle ça des clients internes. Oui. En fait, quand on travaille dans les services généraux, ce n'est pas des collègues, ce sont des clients internes. Et il faut les satisfaire au mieux. Et donc, on leur demande comment ils se sentent au quotidien. Oui, c'est très pertinent, et d'autant plus que j'ai l'impression qu'en ce moment, il y a quand même pas une course, mais en tout cas un besoin de rétention des talents et d'attraction aussi des talents. Et c'est aussi dans ce sens-là où je parlais d'aspect stratégique de l'espace de travail. En tant que services généraux, quel rôle on a à jouer là-dedans? Et est-ce qu'on a les moyens justement d'accomplir ce rôle aujourd'hui? Alors, les moyens, c'est ceux que la direction veut bien donner. Oui. En fait, les services généraux ont un gros pouvoir par rapport à ça. Ils ont le pouvoir de dire qu'aujourd'hui, on travaille dans le secteur de l'environnement de travail, des services généraux. Comme dire, on est à peu près 1 million, 1,4 million, 1,6 million de personnes, suivant les chiffres qu'on veut lui donner. Suivant la police. Suivant la police, suivant les syndicats. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a un bon nombre de partenaires qui peuvent accompagner les services généraux. On n'est pas tout seul. Comme tu dis, ça fait beaucoup de domaines, beaucoup de choses à faire, et on ne peut pas tout faire au quotidien. Gérer le quotidien du bâtiment, gérer les incidents, gérer les besoins. Mais on a les moyens que l'entreprise peut nous donner en termes d'outils
en termes de moyens pour accéder à avoir du personnel qualifié pour nous aider à accomplir ces tâches. Mais les partenaires sont hyper importants pour ça. Aujourd'hui, on a beaucoup de partenaires qui vont dans la propreté, la sécurité, l'aménagement, pour nous permettre d'améliorer la qualité de vie des salariés. Mais pour ça, ça se passe aussi par des projets où on prend en compte l'avis des personnes. J'y tiens parce qu'on ne peut pas faire un projet sans prendre l'avis des gens. Et après, c'est comme tout, il faut être un bon commercial, même si on ne l'est pas, mais c'est de pouvoir vendre un projet à notre direction, dire voilà, après, je veux dire, c'est comme le management. Aujourd'hui, si la direction ne donne pas l'exemple pour dire, bah voilà, nous, on veut ça pour les salariés, vous aurez beau vous battre, vous présenter X projet, si la direction ne veut pas, elle ne veut pas. Mais voilà, après, c'est aussi une politique managériale d'entreprise, de dire comment elle veut que ses salariés souhaitent. Je le dis parce qu'aujourd'hui, je peux le dire, j'ai un patron qui est fantastique, qui mise sur l'humain avant tout. Et c'est comment, aujourd'hui, les entreprises vont miser sur l'humain de demain. C'est comment on va considérer l'humain. C'est sans l'humain l'entreprise n'est rien. Et donc, si on ne mise pas un peu sur ces conditions, bah, on ne va pas plus loin, en fait. Donc, voilà. Bah, c'est super intéressant parce que c'est vrai qu'avant, on a considéré le bâtiment pour le bâtiment. Et tu m'as fait une frise chronologique. Non, c'est génial, tu m'as fait une frise chronologique des termes. On passe des années 70, du facility, aux services généraux à partir de 1986, à Mardi, je crois. C'est ça. Et là, on est en train de parler sur l'environnement de travail. Alors, voilà, on peut tout à l'heure imaginer ce que sera la future dénomination. Après. C'est Carrefour. Carrefour qui fait services occupants. Et je crois que c'est Blablacar qui a un autre nom. J'ai oublié, mais c'est vrai que c'est... En fait, on peut donner le nom qu'on souhaite, parce que c'est vrai que les services généraux, c'est barbare. Comme je disais, vous prenez un catalogue de services, un catalogue d'achat de fourniture de bureau, et vous avez la page services généraux. Et qu'est-ce que vous trouvez à la page des services généraux ? Du papier toilette, des balais et autres. Donc c'est vrai que c'est un terme barbare, et d'où l'idée, anciennement Arseg, a voulu changer ça en termes d'environnement de travail, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on est là pour gérer l'environnement de travail. Pas gérer que seulement les achats ou les services généraux, ou la propreté. Pardon. Mais on vient gérer l'environnement de travail. Et c'est pour ça qu'après, demain, on peut dire c'est aussi services occupants, ou... Enfin, il y a plein d'autres noms, mais à partir du moment où on prend en compte l'humain, après on peut donner le nom qu'on veut. Tu construis autour en fait de ça. Après, tu construis autour ce que tu veux. Tu parlais de consultation, ce qui n'est pas forcément évident, puisqu'à partir du moment où tu dis que la personne doit être là, qu'il n'y a même pas la question qu'elle soit ailleurs ou qu'elle parte, parce qu'elle a des velléités de départ, la grande démission, etc. À partir du moment où tu remets la personne au milieu, et ce qu'elle veut, donc tu changes toute ta façon de faire. Mais là, je voudrais juste revenir sur deux choses. C'est que tu parlais quand on te donne les outils et quand on te donne les compétences. Et ça, c'est un truc que je vois. C'est que pour voir si tu as un petit peu de considération, en général, tu regardes si tu as une formation qui est dédiée à une branche. Et là, pour l'instant, c'est pas forcément le cas. Et si tu as des outils qui sont dédiés à une branche, tu vois, le marketing va avoir ses outils d'automatisation. Les sales vont avoir leur CRM, les RH, les SIRH, etc. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a une formation ? Est-ce qu'il y a des outils dédiés pour ces métiers-là ? Alors, il y a des outils dédiés, oui. Il y a certains sociétés qui font des formations pour les services généraux, qui accompagnent en tout cas, on va dire, des personnes sur 2-3 jours. Alors, c'est des formations courtes, 2-3 jours, pour t'aider à comprendre un peu les balbutiements, les fichiers Excel, la planification et autres, pour que tu ne sois pas trop perdu. Mais à côté de ça... c'est pas vraiment dédié, quoi. C'est Excel, je pense que tout le monde l'utilise. C'est ça, c'est pas dédié, mais aujourd'hui, il n'y a pas réellement d'outils pour t'accompagner là-dedans, ou peut-être que je ne les connais pas encore. En tout cas, j'ai pu faire du sourcing et je ne les connais pas. En tout cas, à ma connaissance, il n'y en a pas. Et aujourd'hui, c'est... les outils, aujourd'hui, il n'y en a pas particulièrement. Et puis la formation, c'est pareil. Aujourd'hui, quand tu découvres ce métier, on vient tous de secteurs différents. Moi, je viens de logistique, j'en connais qui ont été chauffeurs routiers, ils ont débarqué dans les services généraux. Et en fait, ils débarquent là-dedans et ils doivent apprendre sur le tas. Et en fait, on a tous appris sur le tas, ou par le biais de réseaux, ou s'entraider entre nous. Mais on ne se dit pas, tiens, je commence ce métier, je vais faire 1 mois de formation, comme ça je vais être d'équerre sur la partie réglementaire, sécurité, propreté et tout ce qu'on peut savoir pour ce secteur, parce que on a quand même la vie des gens entre les mains pour les sentir bien. Aujourd'hui, en plus, chez elle, parce qu'il faut même prendre en compte l'environnement de travail en télétravail. Donc c'est encore une dimension supplémentaire. Et donc voilà, aujourd'hui, c'est ce qui manque sur la filière, c'est vraiment un accompagnement et une formation pour que les personnes puissent évoluer et grandir en toute sérénité dans leur métier. Puis j'ai l'impression qu'il y a des nouvelles compétences à rajouter à l'éventail de compétences qu'on avait anciennement. J'en parlais avec une directrice immobilière d'un grand groupe qui me disait, moi, j'ai dans mon équipe des compétences,
mais je me rends compte que pour avancer sur certains sujets, et notamment le digital, j'aurais besoin soit de les former, mais ça va prendre parfois beaucoup de temps, parce que comme tu disais, les personnes viennent de profils très différents, donc ont un background très différent et du coup d'une capacité à manipuler le digital. Peut-être que c'est plus simple en fait d'aller chercher des nouveaux profils. À ton avis, justement, si en admettant qu'il y a une formation qui se mette sur place, en pied plutôt, ou sur pied, waouh, à quoi il ressemble le responsable services généraux, environnement de travail, facility de demain? J'ai pas. Pour moi, un profil type, c'est vraiment quelqu'un qui déjà a le goût de la polyvalence. Oui. Quelqu'un qui va aimer être un peu un touche-à-tout. C'est vraiment de pouvoir gérer autant une flotte auto que gérer des voyages, que gérer un prestataire multitechnique, que en même temps ça gérer l'outil de ticketing pour dire bah là je gère les incidents, il y a un problème aux toilettes, voilà. C'est vraiment quelqu'un qui avoir une appétence, en tout cas pour le goût de toucher plusieurs choses et surtout, je répète encore, le service. Parce que on voit dans les grands groupes, j'ai contacté beaucoup en tout cas de responsables services généraux, c'est responsables d'exploitation, directeurs environnement de travail ou autres, qui vont couper le service en plusieurs branches. Et en fait, tu as une personne, elle va s'occuper que de la partie multitechnique, une personne qui va s'occuper que de la partie flotte auto. Mais c'est vrai que... Et puis des fois, tu as l'impression qu'ils ne communiquent pas entre eux. Il n'y a pas de réunion vraiment où chacun fait ce qu'il veut. Enfin, chacun découvre. Et en fait, j'ai eu une remarque un jour, je dis, soyez curieux en fait, parce que tu t'occupes que de la flotte. Donc toi, tu considères qu'il n'y a que la flotte qui est intéressante. Mais il se passe d'autres choses autour. Mais dire, mais ça, c'est pas mon rôle, c'est pas mon job. Oui, mais il faut être curieux de ce qui se passe aujourd'hui sur le marché. Il y a plein d'acteurs qui arrivent sur ce marché et qui font des choses fantastiques. Et donc, il faut être curieux, il faut voir ce qui se passe autour. Et ça vaut le coup. Mais aujourd'hui, le profil type, c'est quelqu'un qui va vouloir être curieux, qui va vouloir apprendre des choses. Il ne sait pas, il va l'apprendre le lendemain. Et puis aller de l'avant, se renseigner, et puis creuser un peu. Mais après, les compétences, je dirais, voilà, moi, je n'ai pas fait de diplôme particulier, je n'ai pas fait d'école, j'ai juste l'école de la vie et l'envie d'apprendre. Et puis après, de rendre service et de faire du bon boulot. C'est une belle ambition. je pense que voilà, on peut s'arrêter là. Non, j'ai quand même quelques questions. Moi, je déteste les buzzwords. Tu vois, les choses qu'on utilise à tour de bras et qui n'ont pas vraiment de sens derrière. Et il y en a un sur lequel je creuse beaucoup et j'ai posé pas mal de questions et personne n'a jamais la même compréhension. C'est le mot smart building. Pourquoi ? Parce que, à mon avis, le vrai client du smart building, c'est les responsables de services généraux, justement, qui vont pouvoir en faire quelque chose. Sauf que j'ai l'impression que pour l'instant, on n'arrive pas encore à collecter une donnée suffisamment pertinente, parce que justement, ce n'est pas les personnes qu'on consulte qu'on le construit. Non. Quelle est ta perspective, justement, sur l'utilisation de la donnée au service de l'humain, certes, mais des responsables des services généraux ? Pour moi, le meilleur objet connecté dans une entreprise, c'est l'humain. Il y en a pas. Aujourd'hui, on a tous un smartphone. On a tous possibilité de faire remonter des informations, commander, dire que les toilettes sont sales, commander du matériel, enfin, faire n'importe quoi. Aujourd'hui, avec un téléphone, on peut faire beaucoup de choses. Aujourd'hui, moi, le smart building, je trouve que c'est un peu des paillettes. On parle d'économie d'énergie. Oui, on va vous mettre des bâtiments super intelligents qui vont tout comprendre, qui vont... Oui, enfin, à l'origine, un bâtiment, déjà, si on construit correctement, on met des pare-soleil pour limiter l'entrée de soleil et on fait correctement les choses, déjà on gagne en énergie. Donc pour moi, avant de connecter, c'est déjà la conception du bâtiment déjà qu'il faut la faire intelligemment. Après les outils, trop d'outils, c'est comme trop d'infos, tue l'info, trop d'outils, tout l'outil. C'est bien de mettre des outils, des GTB et autres, mais après il faut avoir le temps et la compréhension de les utiliser. Parce que si après c'est pour passer 5 heures par jour à analyser des outils ou des informations, des données, il n'y a plus aucun intérêt, c'est des usines à gaz. C'est comme des fichiers Excel, à partir du moment où on fait des fichiers Excel qui font un poids de dingue, on ne peut plus les utiliser. Voilà. C'est comment on décrypte l'outil et c'est comment on simplifie l'outil. Pour moi, un bâtiment intelligent, c'est un bâtiment déjà où... Alors après, c'est bien, on met des capteurs partout, les salles de réunion, détecteurs. Dès qu'on rentre, on est détecté. On sait qu'on passe tant de temps dans la salle de réunion. Ouais, c'est bien, mais c'est de la poudre aux yeux, tout ça. Pour moi, ça apporte pas du service. Ça apporte peut-être du confort pour certains, mais pour moi, c'est pas du service. Donc, ce qui est important, c'est vraiment comment le service peut être là au plus proche des personnes et au plus rapide et au plus simple.
Aujourd'hui, quand vous mettez en place des outils de ticketing en entreprise, vous mettez ça à l'ensemble des collaborateurs, souvent, vous avez 75% des personnes qui vous disent « Oui, ça, moi j'utilise », et puis vous avez les autres qui disent « Non, moi j'ai jamais utilisé, j'ai jamais vu le truc sur le truc interne, parce que ça m'intéresse pas, je sais pas faire, et puis si j'ai besoin de l'outil, je t'appelle. Si j'ai besoin de quelque chose, je t'appelle. Je dis, je fais pas un ticket. » Voilà. Donc, on voit la limite souvent de l'outil où il faut faire au plus simple. Oui, parce que la première limite d'un outil, c'est son adoption. Ouais. Dieu sait que c'est compliqué de faire. Même un très bon changement est difficile à faire adopter. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'outils qui sont construits un peu à rebrousse-poil des personnes qui vont vraiment les utiliser. Donc puis c'est un coût aussi, et puis après c'est pas l'utilité, voilà. Après je sais que souvent moi quand en service généraux, je voulais des outils quand j'ai démarré, j'avais envie d'outils. En fait, moi je voulais sur un logiciel simple qui pouvait regrouper mes contrats, mes bons de commande, tout marier et avoir un suivi sur mes planifications du préventif et mes curatifs. Voilà, moi je voulais juste ça. Et en fait, après on a besoin de savoir quand est-ce qu'est entretenu le bâtiment, quand est-ce que sont les visites et gérer les problèmes du quotidien. Après, en termes d'outils, il n'y a pas besoin de plus. Donc voilà. Ok. C'est intéressant parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de fantasmes autour de ces smart buildings, comme si de façon indépendante des personnes qui l'utilisent, on voulait construire un bâtiment qui ferait tout seul. Ah, mais c'est ça, limite, ouais. Peut-être un jour. Ouais. Mais ce qui est intéressant, c'est de recentrer la discussion. J'ai l'impression qu'on rentre dans une phase un peu de maturité où on diminue le nombre de choses qu'on veut peut-être capturer pour se recentrer justement sur les personnes qui exécutent. Et que c'est plus intéressant d'arriver par là, par ce point d'entrée. Tu me parlais, on parlait de formation tout à l'heure. Je crois qu'il y a des choses qui se montent un petit peu. Si toi tu devais faire une chaire justement services généraux, qu'est-ce que tu mettrais dedans? Voilà, beaucoup de choses. Je suis comme ça. Beaucoup de choses. Non, je pense qu'aujourd'hui, même moi, je le vois pour mon parcours personnel, quand j'ai commencé, franchement, j'avais... en fait, aujourd'hui, déjà, c'est de comprendre déjà le métier, ce qu'on fait dans ce métier, quels sont les domaines que nous allons voir dans ce métier, et vraiment faire un référentiel de à peu près, de dire en management, déjà tous les métiers que vous allez devoir manager demain. De faire une liste un peu de tout ça, et après, de dire, d'expliquer aujourd'hui l'importance de bien manager ses partenaires. Parce que j'ai souvent vu le cas, moi j'ai eu la chance de faire une formation sur les contrats. C'est tout bête, mais ça m'a beaucoup aidé dans la gestion. Enfin, moi j'ai démarré, souvent, et je vois chez nos clients et chez moi, quand j'ai pris la main, j'avais des contrats qui étaient faits sur 9 ans, 6 ans, 7 ans, et que je ne pouvais pas casser. Tout ça parce qu'on se dit, quand on signe un contrat avec un partenaire, on n'a pas le droit de le modifier. Si, on a le droit de faire ce qu'on veut dessus. Et après, si le partenaire ne veut pas signer, il ne signe pas. Mais on peut faire beaucoup de choses et ça nous évite les ennuis. On peut le casser quand on veut. Voilà. Ça, pour moi, c'est une des bases. C'est vraiment de dire déjà la gestion des contrats, la gestion des contrats d'achat. Et après, on voit la partie relation, la partie réglementaire. Voilà, en fait, c'est pas bien compliqué. Après, ça s'articule et après, on le vit au quotidien chez les partenaires. Mais souvent, j'entends des clients qui me disent « Ouais, mais on vient les aider. Je fais un peu le pompier de service. » Et d'une montagne, ils me disent « Ouais, j'ai ça à faire, mais comment je vais faire ?» Et avec l'extérieur, et je crois souvent des personnes qui ont 20-30 ans d'expérience, mais non, mais ça, on le fait en 2 jours. Oui, mais bon, pas en 2 mois, mais oui, mais voilà, c'est juste la manière de dédramatiser un peu le fait que les services généraux, c'est pas insurmontable. Et souvent, on me dit, ouais, vous faites trop de trucs, c'est impossible, on peut pas le gérer. Si, on peut. Il faut simplement s'organiser. Donc aussi la gestion de l'organisation, la gestion du temps et la gestion des priorités. Aujourd'hui, il y a une priorité, c'est de rendre le service aux personnes et d'assurer tout ça. Après, voilà, mais c'est s'organiser autour de tous ces axes, c'est comment on peut accompagner au mieux dans la gestion du métier et puis ne pas se sentir débordé. Voilà. Je pense que c'est pas mal, c'est un vrai programme électoral. Votez Philippe. Voilà, je pense que non, mais tu peux lancer ton truc. Y a pas de... Je vois d'ici le cursus international. J'ai l'impression, je reprends pas la phraseologie que tu me donnais, mais qu'on parlait du facility, on parlait beaucoup des bâtiments, et j'ai l'impression qu'il y a une espèce de renversement où on parle, comment dire. Avant, on était plus un peu dans un renversement du job où on parlait plus des bâtiments avant et maintenant on place plus des utilisateurs. Dans ce que tu vois et dans les partenaires que tu as pu accompagner, est-ce que tu vois réellement des changements dans la façon dont ils conçoivent leur bâtiment et dans la façon dont ils arrivent à le rediriger vers leurs utilisateurs en termes de propos?
Alors, pour la construction des bâtiments, non, j'ai pas. En tout C'est cas, pas vraiment la construction Ouais. de nulle part, mais plutôt l'aménagement. Aménagement voilà. des espaces. Aujourd'hui, Ouais. aménagement soin, oui, parce que c'est vrai qu'on est passé du bureau individuel en passant après par le open space, en passant par le Flix, le Flex, Netflix, c'est à la maison. Ouais. magnifique. C'était- Non, mais voilà, chacun a leurs limites en fait. Et après, c'est aussi des phénomènes de mode. On va dire, ok, pour des raisons budgétaires, on va arrêter de cloisonner, puis on va faire que du flex. Donc c'est bien, on met des bureaux partout, c'est impersonnel. D'accord, c'est budgétaire ça. Pour moi, c'est budgétaire. D'accord. Parce que j'ai déjà travaillé chez plusieurs clients en flex, et moi perso, j'aime pas du tout ça. C'est que, alors je trouve ça sympa, c'est le temps qui avance, mais on met des bulles partout, et c'est très impersonnel. Moi, j'ai souvent, en fait, l'impression qu'il n'y a plus d'ambiance. Et il faut se retrouver à la machine à café pour avoir de l'ambiance, mais dans les bureaux, c'est très calme et très, voilà. Et j'aime pas. Après, j'ai pas le modèle de demain. Mais après, oui, forcément, les directions se posent tous des questions, ont tous une réflexion. Aujourd'hui, ils passent aussi par les aménageurs. Aujourd'hui, les contractants généraux aussi sont là pour aider et conseiller, en tout cas, dans comment bien faire en sorte de... Mais après, je pense que ça dépend aussi du secteur de l'activité, de ce qu'on fait, les métiers. Il y a des métiers qui vont devoir être plus au calme. Et aujourd'hui, travailler dans un flex, un open space, enfin, on sait très bien, on est en termes de concentration. Moi, je suis en console rouge. Au bout de 30 secondes, 25 minutes, s'il y a trop de bruit, je m'arrête et je suis sur mon téléphone. Non, mais j'ai besoin un peu de calme. Et c'est vrai que le télétravail aide aussi pour ça. Donc, c'est vrai qu'il y a une mutation. On est bien au télétravail, on aime bien être au bureau. Moi, j'aime bien les deux. Mais j'aime bien me retrouver au bureau avec mes collègues parce qu'on échange. Les rencontres informelles, on aura beau dire, mais c'est fantastique de pouvoir discuter de tout et de rien. Et après, souvent, les plus beaux projets, les plus belles idées, elles arrivent comme ça. Donc oui, les entreprises, je pense, il y a une réflexion qui est faite. Après, c'est comme beaucoup de secteurs, on se dit, ouais, il y a du changement. Mais en fait, il n'y a rien qui change. Il n'y a rien de révolutionnaire, en fait, aujourd'hui encore dans l'aménagement de l'environnement de travail. Enfin, pour moi, en tout cas. Je peux peut-être me tromper. Et alors, est-ce que c'est une révolution que tu penses va venir c'est parce que c'est quand même une grande... Justement, c'est ça qui est intéressant, je trouve, c'est de voir la différence entre ce qu'on peut entendre et les grandes réflexions, justement, sur les mutations de ces environnements-là, que ça va devenir des nexus, c'est-à-dire des points de rencontre des gens qui vont après vont se reséparer et dans des tiers-lieux et chez eux et dans des espaces un peu plus atomisés partout dans le monde. Donc, concevoir les espaces comme des points de rencontre, est-ce que ça a un impact sur tous les services généraux en interne, mais aussi les prestataires et tous les services qui sont sollicités? Si on change cette façon de concevoir le bureau, qu'est-ce que tu penses, quel impact ça va avoir justement sur tous ceux qui les entretiennent? L'impact, déjà, le premier, pour moi, c'est la communication. Déjà, c'est déjà la manière de concevoir les environnements de travail, donc, les aménagements hauts, vont déjà jouer sur la communication qu'il y a aujourd'hui entre collègues. Aujourd'hui, souvent, on communique plus par Teams ou par Slack ou par ce que tu veux, mais il n'y a même plus d'échange verbal. En fait, on lève la tête, en fait, alors que le mec est à côté, on lui fait un Teams. C'est magnifique. Ouais. C'est comme les jeunes aujourd'hui qui jouent au réseau et qui se parlent de... On peut pas dire ça, on peut pas dire les jeunes, parce que là, ça fait vraiment... Voilà, bon, ça fait vieux con. mais à part ça, après, pour ceux qui entretiennent, après, c'est vrai que c'est pareil. Quand souvent on conçoit un aménagement, moi, j'ai dans l'idée, c'est pareil. Enfin, je suis très... on va dire que j'ai un discours humaniste, mais quand tu conçois un environnement de travail, tu penses pas, en fait, tu penses pas aux partenaires. Tu penses pas déjà un partenaire, c'est l'entreprise de propreté. Tu penses pas. Tu penses pas lui dire qu'il lui faut un local approprié et top. Parce qu'aujourd'hui, ils ont que des placards à balai où ils peuvent mettre un placard, un seau, mais ils n'ont pas de fenêtre, ils n'ont pas de lumière. Enfin, moi, je trouve ça juste inhumain. Et aujourd'hui, et ça, je fais un appel aujourd'hui à toutes les personnes qui aménagent, et il y a certains qui me connaissent, je trouve ça juste pas possible quand tu conçois des plans. Alors oui, on optimise aujourd'hui les mètres carrés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut aller au plus dur, enfin, on optimise chaque mètre carré. Donc forcément, faire un bureau avec une fenêtre pour des personnes d'entretien, c'est compliqué. J'ai connu une entreprise qui l'a fait. Ils sont en ruelle de ma maison, une entreprise qui fait du médicament. Ils ont une pièce grande. Tu as le droit de faire du name dropping si tu veux. Là. Voilà. Non, mais c'est Bristol Myers Squibb, j'ai travaillé chez eux, c'est une très belle entreprise. C'est Eric Angonin de Rueux qui est le responsable directeur de services généraux. C'est quelqu'un qui est très humain et qui, lui, chaque partenaire, chaque personne des services généraux, lui, il a tout analysé. Il a juste une personne pour la photo auto et une autre personne pour un autre service, mais il passe par un FMR, mais il prend en compte le personnel. Alors que le personnel qui est sur site, c'est comme son personnel, il en prend soin. Les personnes de propreté, il en prend soin. Enfin, c'est très, très humain. C'est une personne fantastique. Et ils ont un local qui est juste, qui fait la taille d'un bureau de 20 mètres carrés, où dedans il y a les équipements, le stockage, un lieu pour changer, enfin, des coins agréables. Et les personnes mangent au même endroit que les salariés de l'entreprise. Ouais. Et je trouve ça top. C'est pour moi d'inclure, mais c'est ça l'emménagement. Mais c'est comment, en fait, quand tu imagines un espace,
C'est comment tu imagines aussi tes partenaires. C'est comment on va faire l'entretien, c'est comment on va faire la technique, comment on va faire la propreté. Enfin, voilà, pour moi, c'est pas que les personnes qui vont travailler, c'est comment, la question, c'est comment on va gérer l'après de tout ça. Voilà, parce que c'est simple de concevoir des beaux espaces, mais si on peut pas les entretenir correctement, si on peut pas attraper, accéder aux trappes, enfin, bref, voilà. Ouais, ça me rappelle une anecdote qu'on m'avait racontée sur une entreprise qui avait déménagé et changé de siège social et qui avait gardé le même prestataire de nettoyage, connaissait très bien. Et, elle avait parlé à la directrice des services généraux et elle lui avait dit mais pourquoi vous m'avez pas demandé là, le placard que vous avez fait, il est trop haut pour moi. Et en fait, elle m'a dit mais c'est con, mais c'est vrai qu'on n'a jamais ne serait-ce que pensé à lui demander son avis. Bah oui, non, mais on ne demande pas. Voilà. On ne demande pas. Mais non, mais c'est un problème. Mais ça reste pour moi un pilier de la société, c'est la communication. En fait. Ouais, aujourd'hui, on ne communique pas, on ne demande pas, et on ne cherche pas à comprendre, on ne cherche pas à savoir. Donc c'est un gros problème aujourd'hui. Et donc, on en parlait plutôt sur une question de quelles perspectives pour le décloisonnement, la communication. Parce que là, on est vachement en silo. Tu parlais de travailler avec 30 prestataires ou 30 partenaires différents, chacun dans sa verticale. Quand tu as des grosses équipes, chacun dans sa verticale. Ça ne communique pas. Et évidemment, du coup, ça fait une communication en yo-yo où l'information remonte pour redescendre, pour remonter, pour redescendre. C'est une horreur. Et donc, c'est intéressant de se dire que si tu pètes tout ça, en fait, tu peux être plus efficace et plus humain. C'est ça. Et puis après, aujourd'hui, on a un souci d'efficience aujourd'hui où les personnes ne se parlent plus, ou souvent... Comme tout métier, souvent on a des personnes dans les services généraux qui font le métier parce qu'il faut faire un métier, parce que souvent, par manque de formation, par manque d'accompagnement, ce soit aussi pour un bon manager, mais on les a mis dans un service généraux parce qu'ils faisaient partie d'un autre service, on ne savait pas trop quoi en faire. Heureusement, les choses évoluent, mais il y a encore ça aujourd'hui, où tiens, on te met au service généraux parce que bon, ça ne sera pas trop compliqué pour toi. Ouais, mais si tu ne m'accompagnes pas et si je ne sais pas faire, au bout d'un moment, on va à l'inverse. C'est que la personne, en fait, elle ne va pas apporter du service parce qu'elle ne va pas être motivée. Et puis au contraire, elle va envoyer un peu bouler les gens qui vont demander quelque chose. Et puis, voilà, j'ai pas le temps, tu reviendras plus tard. Oui, non, mais voilà. Mais c'est humain. C'est qu'à partir du moment où tu n'accompagnes pas les personnes dans leurs tâches, dans leur boulot, pour les impliquer un peu, pour les motiver, voilà, c'est pas bon. Ouais, non, c'est sûr. Donc, là, on arrive tout doucement sur la fin de cette super discussion. Je pense qu'on aura compris que les services généraux sont un métier qui sont amenés à trouver un petit peu plus de lumière, et même sans doute à changer de dénomination pour arrêter d'être un petit peu le pot pourri. Le pot pourri un peu des entreprises ou un placard, je ne sais pas. En fait, c'est un peu un terme un peu barbare encore aujourd'hui, mais trouver vraiment un terme. C'est vrai qu'on reste sur l'environnement de travail, ça reste joli. Mais souvent, quand vous posez la question, un jour, la TIFA, la présidente de l'ID, avait posé la question à Elisabeth Borne, qui était ministre du Travail. Ils discutaient, c'est plutôt Elisabeth Borne qui a posé la question à la TIFA, elle dit « Mais c'est quoi l'environnement de travail ?» Donc je me dis, on a encore du chemin. C'est une bonne question quand même. Parce que c'est quoi l'environnement de travail ? Et souvent, quand tu dis environnement de travail, les gens disent « Ah oui, l'environnement... l'écologie, non, c'est pas ça. Donc voilà, tu vois, il y a encore, loin, quand même, il y a encore, on part de loin parce que les services généraux, même quand tu parles de services généraux, moi j'ai fait un petit sondage, il y avait quand même près de 19% qui savaient, non, c'est quoi le rôle des services généraux ? Qu'est-ce qu'ils font ? Ok, voilà, il y a encore du chemin, encore en France, de dire que les services généraux ils sont essentiels à la vie de l'entreprise, à la vie des salariés, mais il faut les faire connaître, il faut communiquer, faire des newsletters, faire des choses. Et au niveau de l'État, c'est pareil, parce que dans l'État, ils utilisent aussi de l'environnement de travail, ils utilisent des techniciens, ils ont tout ça, sauf que bon, ils font pas gaffe. Mais voilà, il y a un gros chemin encore, je pense, pour les mettre dans la lumière et faire connaître tout ce petit monde. Ouais. Tu viens de me donner ma prochaine mission, c'est d'avoir le responsable des services généraux du Matignon. Ouais, ça peut être sympa. Parce que si Elisabeth Borne ne sait pas ce qu'ils font, c'est grave. Ou le ministère du Travail. Peut-être le ministère du Travail serait peut-être plus... Voilà. En ce moment, ils sont peut-être un peu chauds. Donc, ils sont un peu occupés, je crois. Ils ont un petit dossier sur le dos, là. Je vais y travailler. Si quelqu'un nous écoute et a le contact du responsable des services généraux de l'Élysée, Matignon, au ministère du Travail, je suis preneur. On aura une très bonne discussion. Ça peut être sympa. J'ai une dernière question que je pose à tous mes invités. J'adore dire ça. J'ai l'impression de Michel Drucker. Je suis invité. Il manque plus que le canapé rouge. C'est une question un peu de prospective. Alors, on ne sait pas, en fait, on sait que les choses changent, on sait que les choses bougent. On a envie que les choses bougent dans énormément de directions et cette discussion est extrêmement riche. Et merci encore pour ce partage. Je t'en prie. Là, la question que je vais te poser, c'est pas d'essayer de deviner dans quelle direction ça va aller, mais plutôt de me dire dans quelle direction tu aimerais que toi ça aille. Et si demain tu devais
me dire le service de généraux de demain, ce sera ça, ils auront telle place, ils s'occuperont de ça, ils s'occuperont plus de ça. Comment tu rêves un environnement de travail dans lequel les services généraux s'intégreraient harmonieusement? Harmonieusement, déjà, je pense, c'est déjà de les considérer. En fait, il ne faut pas grand-chose, c'est juste que chaque entreprise de France ou chaque entreprise puisse savoir que les services généraux sont importants pour eux dans l'entreprise. Souvent, quand on dit services généraux, c'est le bras droit armé d'une direction et ils sont là pour le bien de l'entreprise et des salariés. Mais mes services généraux, mon image idéale, c'est de dire qu'ils sont considérés, qu'ils ont du budget, qu'ils ont des compétences, qu'ils sont formés. Et après, si, en fait, pour moi, je parle d'investissement. En fait, c'est investir. Si on investit correctement dans ce service, on a tout à y gagner. Donc voilà, c'est la manière où nous, on le considère, dans la manière où on peut investir pour avoir un bon retour sur investissement, si on peut appeler ça comme ça, même si c'est de l'humain. Mais voilà, c'est la manière où on le considère, la manière, ce qu'on veut en faire. Parce que si on n'a pas de considération et qu'on s'en fiche complètement, ça ne changera pas. Ouais, c'est top. Voilà, super mot de la fin. Merci. Je te remercie, Philippe, pour ta présence dans ce podcast. Merci de m'avoir invité. Je t'en prie et très bonne fin de journée. Merci à toi aussi. Allez, à bientôt. À bientôt. Salut. C'était le 3e épisode de The Spacecraft, le podcast qui explore les espaces immobiliers de demain sous toutes les coutures. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à suivre notre page LinkedIn pour nous soutenir et à t'abonner sur ta plateforme de streaming préférée pour ne louper aucun épisode. On se donne rendez-vous vendredi prochain pour poursuivre l'exploration avec un nouvel épisode. À la semaine prochaine dans The Spacecraft.